Je vous propose qu'on reprenne nos débats. Je vais commencer l'après-midi donc comment par une petite analyse, un rappel en fait des objectifs du projet sur comment le volet comment de, plus réglementaire ou comment l'analyse des possibilités de produits qu'on pourrait envisager pour couvrir le risque de non-recours au phyto. Et puis, ça soulève d'ores et déjà quelques questions. Et à partir de ces questions, ben, je vous propose que comment les intervenants à la table ronde puissent réagir. Hein. Il y aura un débat donc avec des questions de la salle, de façon à ce que vous puissiez poser vos questions aux uns aux autres. Et ensuite, on aura la conclusion de la journée par Christian Huyghe, qui est de vice-président de l'INRA. Oui, directeur scientifique de l'INRA, excusez-moi, qui viendra conclure les travaux. Il arrivera vers 15h45 et on finira à 16h15. Voilà. Alors, pour rappeler rentrer dans le projet, parmi les objectifs que nous a fixé le comité scientifique d'Ecofito, il y a l'ambition de définir un cadre de référence. Hein. Et ce cadre de référence, comment on va s'y prendre? C'est l'idée de faire l'inventaire des schémas de fonctionnement possibles, en tenant compte du cadre réglementaire français, du cadre réglementaire européen, et puis des outils qui existent ou qui pourraient s'envisager. Voilà. Donc, ça va nous amener à définir en fait un cadre de lecture commune, à préciser les articulations qui sont possibles entre les garanties. Et par rapport à ça, on va s'intégrer dans la politique de gestion des risques agricoles telle qu'on la connaît aujourd'hui en France. Alors cette politique, elle a pour caractéristique de donner un rôle central en fait à l'assurance récolte, qui est vraiment l'outil pivot, et avec un taux de subvention élevé, mais aussi des contreparties et le respect de certaines conditions qui sont nécessaires pour bénéficier de ces subventions. En perspective, la perspective dans laquelle on se place, c'est la perspective en fait d'un déploiement à grande échelle. Hein, l'ambition, c'est de voir comment on peut se doter d'outils pour encourager en fait l'adoption de nouvelles pratiques, donc à des échelles larges. Ça veut dire pourquoi? C'est qu'en fait, ça doit permettre de rendre possible la montée en charge de nouvelles filières agro-industrielles, d'envisager des dispositifs complémentaires à ce qui existe aujourd'hui et d'amortir les coûts fixes qu'on peut avoir pour un système de couverture et plus largement pour l'accompagnement des transitions. Donc l'exigence qu'on se pose, c'est d'avoir des dispositifs qui puissent permettre en fait de couvrir 5 à 10% de la solde d'une production sur un pas de temps raisonnable, c'est-à-dire de 1 à 5 ans. Alors, les 5 à 10%, on peut en discuter, mais la question, c'est d'être capable, en fait, d'avoir des outils qui accompagnent un déploiement assez massif et qui permettent d'accélérer, en fait, le passage qu'on a entre de l'expérimentation sur des petites surfaces à des situations grandeur nature. Comment on va s'y prendre? Alors, on va analyser la diversité des couvertures possibles. Donc, ça passe par un premier panorama de ce qui est envisageable. Alors, ce qu'on connaît, c'est les assurances avec une expertise terrain. Hein, le CATIP, c'est l'assurance récolte, la multirisque climatique sur récolte. Ce qu'on voit aussi, c'est ce qui existe, c'est les couvertures indicielles. Donc, on a des citrettes, on a aussi des assurances gel. On a l'assurance prairie qui fonctionne. On pourrait aussi imaginer d'autres outils, hein, comme par exemple l'ISR, l'instrument de stabilisation de revenus, donc qui s'apparente plus à une assurance chiffre d'affaires. Dans cette perspective, on va aussi inclure les MAEC, le FMSE, le Fonds de mutualisation sanitaire et environnementale, hein, qui a été évoqué ce matin. Et puis, on ne s'interdit pas, en fait, aussi d'envisager des cadres d'innovation un peu ad hoc, hein, qui pourraient être créés pour porter
en fait ces innovations et ces transitions. Par exemple, comment qui ouvrirait un droit un peu forfaitaire à innover pour toutes les exploitations. Voilà. Ça, c'est la partie peut-être facile, qui est la partie de recensement, de caractérisation. Et la partie ensuite, un petit peu plus délicate, hein, ça va être de voir quelle est la forme la plus pertinente par rapport à des problématiques données. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on arrive à définir ce qui est une garantie techniquement pertinente, qu'ensuite on soit capable d'imaginer des offres qui soient incitatives, alors incitatives par elles-mêmes, incitatives avec un soutien public, incitatives aussi dans une phase expérimentale ou dans une perspective de plus long terme avec des produits à maturité. Hein, sachant que c'est pas tout à fait on va pas avoir tout à fait les mêmes exigences dans les deux cas. On se pose naturellement la question de savoir quelles sont les combinaisons de garanties qui vont être compatibles ou qui ne seront pas compatibles avec le cadre de soutien de l'assurance récolte tel qu'on connaît aujourd'hui. Le CSORI nous a aussi demandé de faire des recommandations sur l'évolution de ce cadre, donc ça pourra s'envisager. Et puis, dernier aspect, ça sera de voir comment ça se résonne en termes de simplicité et d'équilibre entre, d'une part, la précision de la donnée qui est nécessaire, la justesse qui est recherchée pour les expertises, et puis les contraintes opérationnelles que ça pose pour les assurés et les acteurs. Alors, sur ce cadre d'analyse, en fait, comment il commence à se structurer ? Il y a plusieurs composantes. Le premier thème, c'est de voir comment on peut identifier les liens qu'on a entre une culture, les pratiques, les aléas climatiques et les aléas sanitaires, avec des interdépendances qui sont liées. Ça conduit en fait à définir ce qu'est notre niveau de connaissance, le niveau de maîtrise et la capacité qu'on a ou pas à bien modéliser le risque et à apprécier aussi les incertitudes qui sont un peu la partie complémentaire de ce risque. À partir de là, on va définir, du moins on aura à définir en fait ce que peut être une garantie nouvelle pratique agroécologique au sens large. Hein. Et sachant que ça a été évoqué, cette définition, elle peut se faire par rapport à un existant, par rapport à une ambition, il y a plusieurs clés possibles. Ensuite, on arrive dans des éléments sur lesquels on a plus de références, hein, qui sont les références du contrat. Un gros point, c'est le constat, l'évaluation de l'aléa, les expertises terrain. Est-ce qu'on est sur des systèmes avec une expertise terrain et ou une expertise indicielle ? Se posera ensuite la question de l'appétence des agriculteurs. Une question nouvelle qui est émergente mais qui prend de plus en plus de sens, c'est de savoir quel est le partage du risque qu'on peut avoir entre acteurs. Et puis, à la fin, de définir qui est finalement le porteur de risque. Hein. Est-ce que c'est l'assureur ? Est-ce que ce sont des pouvoirs publics ? Quel est l'équilibre qu'on peut avoir entre les deux ? Et dernier point, les modalités de gestion et de subvention. Voilà, donc pour ces différents items, on a commencé à poser une grille d'analyse. On a à peu près, on en a à peu près 90. Hein, ça devrait encore se compléter, de façon à essayer d'avoir une lecture aussi exhaustive que possible des différentes situations. Par rapport à la situation, quelques points saillants de ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, premier élément, c'est la définition des aléas et le lien entre aléas climatiques et sanitaires. Donc, ça a déjà été évoqué ce matin. La question qu'on peut se poser, c'est que la maladie est-elle une conséquence des conditions climatiques, hein ? Donc, on a la question symétrique pour les ravageurs, avec notamment l'exemple du mildiou sur vigne lors de l'été 2023. Autre question, c'est savoir si, du moins dans quelle mesure, ce sont les conditions climatiques qui définissent la vulnérabilité de la plante, mais aussi quel est le poids qu'auraient et qu'ont les pratiques agricoles. Et par exemple, ça, le thème sur lequel on travaille, c'est la capacité du colza
à résister aux insectes d'automne, hein, qui peut être très différente. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir une sensibilité aux mêmes aléas climatiques de la plante et du bioagresseur, hein, mais cette sensibilité, en fait, elle n'est pas la même en fonction de l'intensité de l'aléa qu'on prend en compte, hein, et surtout par rapport aux intensités extrêmes. Donc ça, c'est un premier champ d'interrogation. Deuxième champ d'interrogation, ça va être de savoir est-ce que le non-recours aux usages phytosanitaires, est-ce que ça s'assimile à un risque ou est-ce que ça s'assimile plutôt à une négligence? Alors, pourquoi le non-traitement, c'est une prise volontaire de risque. Et de ce fait, ça perd son caractère aléatoire et ça s'oppose à ce qui est souvent exigé dans les contrats d'assurance, c'est-à-dire à avoir une gestion en bon père de famille. Voilà. Par rapport à ça, alors, il y a plusieurs solutions qui sont envisageables, hein, qui permettent de régler une bonne partie de la question. Ça serait de définir les modalités dans un cahier des charges techniques spécifiques, ce qui permettrait de définir effectivement ce que va être la bonne pratique. La vraie question derrière, ce n'est pas la définition du cahier des charges, c'est la validation du respect de ce cahier des charges. Voilà. Derrière, d'un point de vue pour coller à la MRC, la question, ça va être de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut assimiler une culture en non-recours à une nature de récolte spécifique. Ça, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et ça permettrait en fait de sécuriser les assurés en multirisque climatique, hein, ce qu'ont fait les assurés récoltes, qui s'engageraient en apportant en fait certaines clarifications réglementaires dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui aujourd'hui peuvent être un peu ambiguës. Troisième champ, c'est savoir est-ce qu'il faut privilégier une garantie couplée entre un risque climatique et sanitaire ou deux garanties distinctes. On a effectivement plusieurs schémas qui peuvent s'envisager. On peut avoir le premier schéma qui serait un schéma où on aurait deux garanties différentes qui seraient portées par deux assurés différents, par exemple un agriculteur et une COP. Et donc, dans ce cas-là, ça ne pose pas forcément de questions. On peut avoir aussi un schéma de fonctionnement où on est un assuré qui aurait deux garanties. Mais là, la question qui va se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses dans la mesure où ces garanties portent sur, du moins sont relativement interdépendantes. Et le troisième schéma, donc, qui est celui vers lequel on portait notamment pas mal de discussions ce matin, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à coupler le risque climatique et le risque sanitaire, avec la question de savoir quelles sont les interactions qu'on a effectivement entre les uns et les autres. Voilà. Alors tout ça, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en fait dans des processus qui sont des processus dynamiques. Ok, on est dans des processus dynamiques où en fait, on a un enchaînement d'actions qui vont agir à la fois sur le développement de la plante et sur les ravageurs. Avant-dernière exigence, c'est la franchise. Alors, il est prévu que dans la réglementation multirisque climatique, la franchise doit être au minimum de 20%. Ce qui est un seuil qui peut être perçu comme assez élevé. Ce qui pose la question de savoir comment on peut couvrir la partie du risque qui est inférieure à 20%, dans la mesure où c'est une partie quand même tout à fait significative du risque qu'on demande à l'agriculteur de prendre. Voilà. Et là, se pose la question de savoir quels sont les aménagements réglementaires qu'on peut avoir, d'un point de vue réglementation européenne, en France, et puis tout ça, le coût financier que ça porte pour suivre. Enfin, dernier aspect, c'est le partage du risque et l'implication des acteurs. Alors aujourd'hui, on est sur des dispositifs qui sont essentiellement de nature nationale,
Donc la question qui se pose à terme, c'est de savoir qui va porter le risque, hein. Est-ce que c'est l'assureur, le réassureur? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ça pourrait être des tiers? Donc il y aurait derrière la question du financement d'une partie de la garantie d'adoption de nouvelles pratiques par une collectivité territoriale. Et puis, est-ce qu'on pourrait aussi envisager un partage du risque entre acteurs d'une filière et quelle forme ça prendrait? Et pour finir, la question auquel on aboutit, c'est de voir quel est le cadre d'expérimentation grandeur nature, à la fois sécurisant et attractif qu'on pourrait imaginer. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce cadre d'expérimentation, on en a besoin pour se prononcer direct, du moins in fine, sur la faisabilité des dispositifs qu'on peut envisager. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse valider que d'un point de vue opérationnel, ça fonctionne à grande échelle. Et d'autre part, qu'il faut intégrer les aspects de mutualisation qu'on doit avoir. Et là, ça pose deux questions à court terme sur le volet purement expérimental. C'est de rassurer les agriculteurs sur le fait que de s'engager dans ces démarches expérimentales ne leur fait pas perdre le bénéfice de l'assurance récolte. Hein. Et ensuite, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut bénéficier d'incitations financières qui soient d'un niveau équivalent à celle qu'on a sur l'assurance récolte. Et ça, pour des garanties qui porteraient sur l'adoption de nouvelles pratiques. Voilà les perspectives dans lesquelles on se situe à ce stade. Et donc, je vous propose maintenant qu'on voit avec nos intervenants